Hello, 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 hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Et je souhaite que dans notre pays, tout se passe normalement, comme dans tous les pays du monde. Je prie le bon Dieu Allah de donner la paix du cœur au peuple de Guinée et de nous aider à mettre fin à cette calvaire, à cette désolation dans les familles. Tous les jours que Dieu fait, c'est le malheur qui s'abat sur la Guinée. Mamadi est-il une malédiction pour la Guinée? J'ai bien peur de dire oui. Parce que depuis que Mamadi est venu, le 5 septembre 2021, il y a des choses que je n'ai jamais vues en haut de mes 50 et quelques années sur le sol guinéen. Il y a des trucs qui se passent en Guinée, on se pose la question, mais Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter tout ça? Les calamités. Zérekouré qui n'a pas fini encore d'enterrer ses morts pour une deuxième fois. C'est cette immersion de malheur, immersion gouvernementale. Quelle immersion gouvernementale? C'est le marché de Zérekouré qui a brûlé hier ou avant-hier. On n'a même pas fini d'éteindre le feu à Zérekouré. Ce matin, on entend que Dabondi, le bas-fond de Dabondi, a pris feu. Ces pauvres artisans, j'écoutais un d'eux qui pleurait, qui priait le bon Dieu de l'aider parce qu'il a tout perdu. Il a tout perdu non seulement, mais aussi les objets qu'on l'a confiés. Il se pose la question, quoi faire? Tous ces malheurs, ça se passe devant nous. Nous voyons tous, pas d'assistance. On dirait que, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas d'État, et sans parler de l'insécurité galopante, il n'y a pas un jour qui passe en Guinée où tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui a été kidnappé, qui a été tué, ou une petite fille de 6 mois, de 7 ans, de 8 ans a été violée dans les toilettes de l'école. Cela se passe sous Mamadi. Au même moment, on voit des gens se balader. On m'a donné une voiture, donc il faut que je fasse, disons, le salam aleikou. C'est comme une dame infirmière qui, après avoir passé de bureau en bureau, vient se mettre devant tout le monde pour insulter Alpha. Cette dame, pour la petite histoire, j'ai connu cette dame Fatoumata Kamara sur les réseaux sociaux. On s'est connus sur les réseaux sociaux comme étant sympathisants et militants de RPG. On communiquait, on faisait les trucs, on avait, disons à l'époque, on était dans le même courant idéologique. Un jour, elle me disait que son mari, c'était le DGA, je crois, de barrage Garafili à l'époque, un nommé Touré, et qu'elle l'a rencontré, le mec l'a rencontré au sein de RPG et tout ça. Parce que ce que les gens doivent comprendre aussi, nos partis politiques, généralement en Guinée, on le sait, ce n'est pas un secret, c'est les partis
disons, dont la connotation ethnique est très forte. Ça, ce n'est pas caché, tout le monde le sait, nos partis, surtout les grands partis là. Mais aussi, c'est les milieux sociaux. C'est dans les milieux-là que le système de réseautage qu'on vient créer, la famille, quand il y a baptême ou les trucs, chacun vient avec les objectifs différents. Certains viennent dans le parti pour trouver des privilèges liés au pouvoir, si le parti est au pouvoir, même dans l'opposition, hein, certains viennent dans l'opposition pour se faire remarquer, pour que le pouvoir qui est là, soit leur prend, mais ou bien le parti leur protège parce qu'ils ont des casseroles derrière, on sait. Donc bref, cette femme m'a expliqué, son mari, ils se sont rencontrés, c'est quelqu'un de très discret, il n'aime pas tellement qu'il le parle de lui sur les réseaux sociaux. Bon, bref. Mais c'est ce qui m'a un peu déçu dès après le coup d'État, avec le choc. Vous savez, il y a beaucoup de communicants à l'époque qui parlaient. C'est vrai que certains, dès après le coup d'État, ils ont changé. D'autres, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on continue. Certains sont un pied dedans, un pied dehors. D'autres se sont vraiment affirmés, enlever le max, dire directement, bon, nous, on a laissé l'ancien, on est dans le nouveau. Tout ça, ça fait partir de nature humaine. Certes, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, il est difficile d'identifier ces personnes-là. Parce que la conviction, c'est croire. Quand tu es convaincu que ce que tu soutiens a de sens, tu ne changes pas. Parce que c'est l'idée qui t'a poussé à soutenir ce qui est là. Mais quand ton soutien est lié à des avantages indus, soit les postes de responsabilité ou de tel ou tel, et que soit tu as eu, avec le changement, tu dis je vais perdre, donc il faut que je m'allie avec celui qui est venu là. Je fais, disons, le salam alaikum pour lui, quoi, pour continuer à bénéficier de ce privilège, maintenir mon statut social que j'avais avant, bref, comme les Makanera et tant d'autres. Donc, dans les partis politiques, il y a ça. Mais je me dis souvent qu'on peut soutenir son nouveau patron sans manquer du respect à ton ancien patron. Ou on peut, disons, lier l'amitié avec quelqu'un qui est nouveau, qui est là, mais sans couper tes relations avec tes anciens amis. Mais à présent, vous savez, apprécier le présent ne signifie pas de dénigrer le passé. En ce moment, on se met en porte-faux avec la société. Parce que c'est la société aujourd'hui qui juge la dame Fatouba. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Ça a été le même cas à la sortie de Medoufine Ghané, si certains se rappellent, ou l'analphabète arrogant, là, Oulada et tout ça. Donc, ces personnes comme ça, c'est lorsque ils renient leur passé pour plaire à quelqu'un d'autre qui est là présentement. Mais ces genres de personnes ne fait pas confiance à ces genres de personnes. Parce que ce qui fait comme ça à l'autre, ce qui est clair, il va te faire aussi. C'est comme un ami ou quelqu'un de connaissance qui vient chez toi, à chaque fois, lui, il ne fait que critiquer les gens. Il ne fait que parler des gens. Dis-toi que le jour où, lorsque tu n'es pas là, s'il est avec d'autres aussi, il parlera de toi comme ça. Mais je ne sais pas si ces personnes, disons, ils ont un sens de réflexion
pour comprendre un peu les interactions dans la société, comment les choses se passent. Mais vous savez, dans un pays, quand la démagogie et le populisme deviennent la vision de l'État, ça devient l'affaire des artistes, des démagogues, les démarcheurs. C'est-à-dire on fait la promotion de la démagogie, de l'indignité, et on détruit tout ce qui est valeur sacrée dans le pays. Mais c'est ça Mamadi et son CNRD. Mais si vous remarquez, c'est parce qu'ils n'ont rien à proposer au peuple de Guinée. Donc pour eux, leur stratégie doit être basée sur diviser pour régner. Créer ces polémiques inutiles pour occuper les gens, pour ne pas parler des vrais problèmes de la Guinée. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la sortie de la dame qui parlait, le vieux blogueur de la Turquie et tout ça. Mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, mais aussi ça m'a choqué. Mais en voyant la réaction de beaucoup de gens, même les gens qui ne sont pas de RPG, hein, j'ai lu quelques commentaires des militants de l'UFDG ou de l'UFR ou d'autres partis, et j'ai même retenu celui de Siaka Bari, ça m'a plu. J'ai trouvé dans sa lettre une certaine hauteur. Peut-être que je me trompe. Siaka, je ne le connais pas personnellement, mais à travers ses écrits, pas seulement celui-là, il y a beaucoup d'écrits de Siaka, que ses commentaires ou ses articles qu'il poste. Nous sommes amis sur Facebook. Des fois, je trouve quelqu'un de réfléchi, de sage, quelles que soient les circonstances. Je vais vous lire 2 ou 3 paragraphes de cette lettre. Il dit, Siaka Bari, lettre à mon père Alpha Condé. Papa, la blessure la plus difficile à cicatriser n'est pas celle que nous causent nos ennemis, mais bien celle infligée par nos proches, par la douleur indivisible de l'ingratitude. Il dit 23 coups de poignard n'ont pas réussi à faire fléchir Jules César. C'est le dernier coup de grâce donné par son fils lui fit perdre l'espoir. Il disait, oh, toi aussi, ce dernier soupir de César, en criant ainsi, en découvrant que Brutus parmi ses assassins, toi aussi, mon fils, ce soupir-là exprimait plus le désespoir de la douleur que les 23 coups de couteau. Qu'est-ce que Siaka veut dire ici en gros? Il veut dire que la trahison, certes la trahison fait mal, mais ce qui fait encore mal dans la trahison, c'est lorsqu'on te poignarde au dos en te trahissant et que tu retournes ta tête. Qui tu vois derrière toi? Celui qui t'appelait papa, celui que tu considérais comme ton fils, comme ton frère, qui te disait qu'il est prêt à mourir pour toi. C'est ça qui fait mal dans la trahison. Parce que la trahison, quand c'est fait par les personnes très loin de toi, par tes ennemis, certes, ça te choque, c'est un acte. Personne ne peut, on peut pardonner la trahison, mais on ne peut pas oublier la trahison. Mais ce qui est encore plus mal dans la trahison, c'est quelqu'un que tu as aidé, c'est quelqu'un que tu considérais comme enfant, comme frère. C'est ça qui est difficile. Je continue, Siaka Bari dit, cher père Alpha,
j'ai été à un moment donné témoin oculaire de ta générosité, envers beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui méconnaissables. J'ose témoigner que tu ne distinguais pas souvent tes amis à tes ennemis. C'était ça ton défaut en politique. Voilà aujourd'hui ceux qui te réunissent en te croyant au pilotis sont ceux-là même que tu défendais, que tu protégeais contre ceux qui étaient prêts à mourir pour ta cause. Ce dont on appelle les RPC. Mais c'est les opportunistes, les parasites qui sont venus se griffer, c'est-à-dire les militants de 25e heure. Mais certes, Dieu fait. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. On dit dans tout malheur, on tire une leçon. Et cette leçon-là, si on le retient bien, peut être pour nous un atout pour l'avenir. Parce que, retenez bien, un homme blessé, un homme trahi, qui se reconstruit et qui se relève, devient plus fort que ce qu'il avait avant. Parce qu'il a tiré la leçon du passé. L'échec, ce n'est pas du fait d'être renversé par un coup d'État ou de tomber. L'échec, le vrai échec, c'est l'abandon. C'est lorsqu'on abandonne son projet de vie. Donc Siaka continue, il dit aujourd'hui, le vent a tourné. Voilà certains coups de sabot que vous recevez, les insultes, les moqueries, par les gens qui juraient de tous les dieux que tu étais leur idole. Cette dame Fatoumata Tamara, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle avait créé un mouvement qu'on appelait Alpha Phi en Soussou, et il y a des vidéos partout aujourd'hui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous remarquerez les vidéos partout. Elle était très impliquée comme militante, mais je me suis rendu compte que c'était une fausse militante. Ce n'était pas une militante convaincue, c'était une militante opportuniste. Elle profitait des privilèges qu'elle tirait, mais elle n'avait pas cette conscience, elle n'avait pas, disons, cette moralité de fidélité. Mais j'ai compris aussi que c'est une dame qui est instable émotionnellement, malgré ses retouches, de la chirurgie pour les femmes, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, elle s'est retouchée partout, mais elle reste une femme très fragile. Je crois qu'elle a besoin de l'aide, celle-là. Si vous remarquez, cette dame, elle est en quête de visibilité. Elle est en quête, parce que quand elle se dit fermière, quand je regarde deux fois, c'est parce qu'on est encore amis sur Facebook, quand je regarde ses publicités aux fermes, il a un guine, deux fois t-shirt et tout. Je vois une petite fille qui fait une petite fille qui est narcissique, c'est-à-dire qui veut se montrer comme on voit nos petites filles là, qui sont sur les réseaux sociaux, tout le temps les nouvelles photos et tout. C'est ça que je vois. J'ai dit, mais c'est quelle sorte de ferme là? On regarde plus sa tenue vestimentaire que les concombres ou quelques pommes de terre ou je crois là. Je me dis, mais les gens, parce que dans la vente, c'est pas le fruit qu'on achète, mais c'est l'image qu'on envoie autour du fruit. Donc, dans sa ferme, généralement, quand elle poste des photos, c'est pas la ferme que les gens regardent, mais c'est ses looks, ses guines serrés là, les t-shirts qui montrent
toute cette bazerne-là. Donc c'est ça que nous voyons. Je me dis quelque part, j'ai dit, mais pourquoi ne pas laisser la femme, elle n'a qu'à tenter pour le mannequinat. Bon, elle n'est pas si vieille que ça. Elle peut faire, si elle veut, elle crée un truc. Mais il ne faut pas te servir de, disons, d'un projet soi-disant d'agro-business pour se vendre toi-même. Mais tu ne vends pas ton produit. Parce que l'objectif, ce n'est pas ces produits agricoles. Malgré qu'il en parle, mais c'est sa personne qu'elle est en train de vendre. Je ne sais pas si elle a reçu une voiture ou quoi, mais je me dis quelque part qu'elle a besoin de l'aide, elle a besoin d'un suivi psychologique pour l'aider à sortir de ce complexe d'infériorité, parce que c'est ça le vrai problème de beaucoup de gens. Hein. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, de leur capacité, de leur truc. Donc il faut qu'ils s'encombrent avec les trucs, c'est en insultant tel que j'aurai de la valeur, que tout le monde va parler de moi. Je me dis quelque part, tu as peut-être beaucoup d'autres qualités, beaucoup d'autres choses à donner au public que cela. Parce que qu'est-ce que ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle que d'elle sur les réseaux sociaux. Mais quand vous lisez 10 commentaires, vous trouverez 8 sont contre son propos. Donc, je crois qu'il faut changer de stratégie. Bon, moi, je mets tout ça dans le compte, disons, des personnes qui n'ont pas de valeur morale. C'est la bassesse. Alpha, au-delà d'être chef d'État, président, Alpha, c'est le père de beaucoup d'entre nous. Parce qu'en Afrique, on a été éduqués de sorte qu'on respecte nos aînés. Quels que soient les trucs, il y a des paroles qu'on ne dit pas sur un aîné. Qu'il soit président ou planton ou quoi. Ce respect-là, ça fait partir de notre culture. Ça fait partie, surtout quand on est encore femme. En Afrique, quoi qu'on dise, la femme, c'est un être à respecter, respectable. Mais aussi la femme doit respecter tout homme, même si c'est son enfant. Mais à partir du moment qu'il atteint l'âge adulte, tu trouveras une maman qui ne lève pas la voix sur son fils qui est devenu adulte. Il appelle à la maison, ce qu'il a à lui dire, il le dit. Mais ce n'est pas en public. Mais toi, tu fais une sorte... Parce qu'une femme impolie est très mal vue dans notre société. Parce que ce que cette dame... Moi, j'appelle ça que le manque d'éducation. C'est l'impolitesse pure et dure. Même si Alpha n'était pas président, on ne parle pas à un inné comme ça, qui peut être ton grand-père. Ce n'est pas possible. Mamadi qui a fait le coup d'État. Moi, Mamadi doit être mon jeune frère, peut-être de 10 ans, encore plus loin de moi. Mais Mamadi n'a jamais insulté Alpha Condé sur le truc ou Balassam. Mais vous savez, ceux qui se battent généralement pour avoir les... Ils sont beaucoup plus violents que les vrais propriétaires même du pouvoir, ceux qui sont accaparés du pouvoir, parce qu'eux, ils veulent tellement se faire, disons, aimer, qu'ils dépassent les bornes. Mais vous voyez, donc, Siaka disait enfin, il dit qu'il y a un proverbe populaire mandingue qui nous apprend que dans l'au-delà, si l'ingrat ne répond pas à votre appel, c'est qu'il a honte. Ne le cherchez pas. Il se trouve au fond de l'enfer. Vous savez, Dieu excuse tout, sauf les ingrats. Donc voilà la lettre de Siaka Touré. Je m'excuse, Siaka Bari.
qui a été ministre entre-temps, je crois, de la jeunesse ou de la culture au temps d'Alpha Condé, qui nous fait ce rappel qui dit que malgré qu'il a été limogé, malgré qu'il y a eu quelques différends politiques avec le courant de RPG à l'époque, il dit mais qu'il ne va jamais, disons, tenir un propos sur l'homme parce qu'il a pratiqué Alpha Condé, qui connaît ce que Alpha Condé faisait pour les gens comme lui, les gens qui sont venus par après dans le RPG, comment Alpha leur protégeait contre les militants purs et durs de l'RPG. C'est-à-dire, le RPG, ce que les gens doivent comprendre, pour beaucoup de gens aujourd'hui, les militants de RPG, ils ne sont pas rentrés dans le RPG, ils ne sont pas venus comme ça, ils sont nés dans le RPG. C'est leurs parents, leurs grands-parents qui étaient les RPGistes. Donc eux sont nés, ils ont le sang RPG. Donc ce n'est pas les gens qu'on a fait rentrer militants, non, 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 ils sont nés. C'est comme si tu es né, tu es musulman, tu te dis, bon, je suis né avec cette croyance-là. Pour sortir maintenant de cette croyance, tu veux rentrer dans d'autres problèmes. Tu as tous les problèmes du monde avec ta famille, ta communauté et tout ça. Donc le RPG, pour cette génération de maintenant, le RPG est inné. C'est-à-dire, c'est un mouvement inné. C'est un état d'esprit. Ce n'est plus un parti politique, mais c'est un état d'esprit. Pour la petite histoire, le RPG est né au lendemain du 5 juin 2085. Après la mort de Sékou Touré, le 3 avril, je crois, c'était en mars, la mort de Sékou Touré en mars, le coup d'État de 3 avril, avec Lansana Conté à la tête, le PDG RDA, étant le parti unique, à l'époque, était orphelin. Les partis uniques ont été disloqués, dissous. Donc, le PDG n'avait pas de leader à l'époque. Il était même dangereux de se réclamer PDGiste. Donc, lorsque on est rentré dans les partis politiques, la création des partis politiques, on est rentré dans ça, le PDG n'avait pas de leader. Qui pour reconstruire le PDG? Parce qu'après le 3 avril, il y a eu le 5 juillet aussi, où le coup Diarra a suivi par après. Donc le coup Diarra, tout le monde a suivi qu'est-ce qui s'est passé au coup Diarra. J'ai même un ami qui avait son oncle, qui avait un grand magasin de frigo et de congélateurs à Mafanko, au rond-point de Mafanko, tout juste. Mafanko et Sigla, c'était au bord de la route. Son magasin était bourré de congélateurs, de frigo, mais tout a été dévalisé. On a tout, c'est-à-dire il a tout perdu. Donc le coup Diarra a été aussi quelque chose qui est venu s'ajouter au décès de Sékou Touré. Donc le PDG à l'époque, même ceux qui n'étaient pas dans le PDG, parce qu'avec le coup Diarra, avec le slogan Ofatara, ça fait que la communauté mandingue était visée. Il y a eu des gens qui ont tout perdu, mais malgré tout ça, là, il tenait. Mais lorsque le président Lansana a prononcé ce mot Ofatara, sous la colère certainement, parce que beaucoup disent qu'il a regretté le fait. Lorsqu'il a dit ça, les gens ont perdu tout espoir. Il y a beaucoup de commerçants malinqués qui ont immigré en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ils ont complètement quitté parce qu'ils ont dit c'est fini pour nous. Et tout le monde sait qu'au coup Diarra aussi, tous les grands officiers, beaucoup d'officiers malinqués ont été assassinés, tués ou mis en prison. Donc, lorsque les partis politiques ont été agréés, je crois que c'était en 90,
la communauté mandingue était à la recherche d'un leader. Donc, leur choix est tombé sur le professeur Alpha Condé et le RPG. Donc, le RPG, ce parti est aussi constitué. Je ne dis pas qu'il est constitué en majorité du PDG, parce qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup qui n'ont pas connu le régime PDG, qui sont... Mais les parents qui ont connu, beaucoup qui ont connu PDG, ils ont vu Alpha Condé comme leur sauveur, parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Donc le RPG, un peu, est aussi le fruit du PDG. C'est-à-dire le noyau dur qui ont constitué le RPG, c'est beaucoup de gens du PDG qui étaient là, même si certains n'étaient pas impliqués devant, mais il y avait beaucoup de PDG qui étaient là. C'est pourquoi je me dis que la manipulation qu'on est en train de faire autour du retour du camarade Mohamed Touré, ça n'a pas de sens. Parce que Mohamed Touré lui-même, il est le fruit du RPG maintenant. C'est-à-dire, quand vous voyez les militants du PDG et les militants du RPG, il n'y a pas trop de différence. Des fois, c'est confus. Parce que le RPG est né, et disons, dans le centre du PDG. Donc, vouloir manipuler au nom du PDG, pour la renaissance du PDG, en détruisant le RPG, c'est comme si tu détruisais ton fils, tu jetais ton fils, pour maintenant créer, je ne sais pas comment tu vas, disons, assurer la progéniture de ta famille. C'est ça le vrai problème. Mais tout cela, ça fait partie de la sociologie politique. Vous savez, en Guinée, le mal guinéen, c'est quoi? On veut toujours réinventer la roue. C'est-à-dire, on croit que sur le mensonge, on peut bâtir quelque chose de solide. On crée de fois l'illusion en disant que les gens ne vont pas comprendre, c'est les bêtes. Parce que l'affaire de Mohamed Touré, pour ceux qui se rappellent, Mohamed Touré a été interpellé en janvier 2019. Sa première interpellation, c'était en janvier 2019. Il a fait, je crois, 24 heures de garde à vue. Après, en février, on l'a arrêté, on l'a accusé de l'esclavage. C'est ainsi, en 2019, il y a eu des enquêteurs de la justice fédérale américaine qui sont venus en Guinée pour enquêter. Ils sont partis jusqu'à Mandiana, dans la famille de Dianabou Diallo, la petite fille de 13 ans, qui est de passage une nièce de la femme de Mohamed Touré. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du feu Marcel Cross, nous on était gamins. Mais un jour, il y a un de mes frères qui me disait qu'à l'aéroport de Nouakchott, on a retardé un vol de 15 minutes parce que Marcel Cross, on attendait Marcel Cross. Marcel Cross, c'était l'un des plus grands ministres des Affaires intérieures, de la coopération à l'époque de Sékou Touré. C'est quelqu'un qui était trop médiatisé. On parlait de Marcel Cross. Il se trouve que Marcel Cross était très lié à la famille de Sékou Touré. Sa fille qui a épousé, que Mohamed Touré a épousé, c'est la même génération, ils ont le même âge. Ils sont tous nés, je crois, en 58, ils sont de même âge. Donc, Marcel Cross était très connu à l'époque. Sa famille et la famille de la fille qui a été la cause même de tous les problèmes de Mohamed Touré, ces deux familles-là se connaissaient. Et ils ont vécu ensemble, et les enfants, et c'était tellement mélangé qu'ils étaient... les parents, c'était les frères. Donc, nous le savons tous en Afrique, surtout en Guinée,
quand une jeune fille se marie, quand il doit aller chez son mari, on prend une de ses nièces ou une de ses sœurs, on dit, bon, il faut aller accompagner ta sœur pour l'aider dans les travaux de famille et tout ça. Tu vas essayer d'occuper, quand même l'aider dans les tâches ménagères à la maison. Donc c'est comme ça que cette petite fille a été, peut-être l'erreur qu'il y a eu à faire, parce que les États-Unis, c'est pas Conakry, c'est pas la Guinée. Il est interdit qu'un enfant jusqu'à 16 ans à 18 ans ne peut pas être déscolarisé. Il doit aller à l'école. Tu ne peux pas garder un enfant à la maison. Nous vivons en Occident ici. Mais c'est quelque chose qui est courant en Occident. Hein. Ça arrive. Et nous tous qui ont beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes comme ça. Mais comme Mohamed Touré, bon, c'est l'enfant de Sékou Touré, donc ça a été médiatisé ici. Non, c'est quelque chose qui est courant en Occident. Ça se fait ici. Mais pour Mohamed Touré, ça a été trop médiatisé et ça faisait écho. C'est pourquoi ça a été grand comme ça. Donc cette fille-là, au Texas, il y a leurs voisins qui sont des Nigériens. Ils sortaient avec un enfant de son voisin là, les voisins de Mohamed Touré. Donc c'est cet enfant, vous savez, aux États-Unis, tout est business, c'est les affaires. C'est cet enfant-là, sa mère travaille dans un truc d'assistance sociale, elle en a parlé, ils ont cherché des arguments jusqu'à inculper, mais l'objectif principal, c'était d'avoir de l'argent. 300 000 $, Mohamed a versé ça comme caution. Donc, bref, revenons sur Conakry. Mohamed Touré a été condamné au mois d'avril. Le procès a pris 4 jours. Il a été condamné au mois d'avril 1999. 2019 du moins. 2019, le 4 avril 2019, la condamnation est tombée. Donc Mohamed a été condamné à 7 ans de travaux forcés. On dit ça là-bas, travaux forcés, à cause, comme on dit, l'esclavage de mineurs, parce qu'on dit que la fille est venue à l'âge de 13 ans ou quelque chose comme ça. Et Mohamed Touré, avant le procès, il avait déjà fait 4 ou 6 mois en détention avant le procès. Donc le procès s'est fait le 4 avril 2019. Le 4 avril 2019, en décembre 2024, parce que sa libération même, c'était en décembre 2024, c'était 6 ans déjà. On condamne quelqu'un pour 7 ans. Il fait 6 ans. On le libère, toi tu dis, ouais, c'est moi qui a fait à cause de moi. Mais maman dit, parce que Mohamed a été arrêté 2 ans avant le coup d'État. 2019, 2020, le coup d'État a eu lieu en 2021. Donc au temps d'Alpha Condé, Mohamed n'a fait que 2 ans. Et pour ceux qui se rappellent, lorsque les Américains sont venus enquêter sur la question en Guinée, ils n'ont pas contacté le gouvernement guinéen. Alpha est sorti publiquement. Il a dénoncé ça et il a adressé une lettre au département d'État américain en disant que les choses comme ça, Mohamed est un citoyen guinéen. Quand ils viennent en Guinée, ils doivent s'adresser à des autorités guinéennes. Et il a appelé même l'ambassadeur américain en Guinée à l'époque-là pour nous faire les réprimandes, c'est-à-dire le dire sa colère. Et il a dit publiquement aux Guinéens. Et Alpha Condé, en ce moment, c'était, je crois, c'était Maître Sow, non? C'était pas Maître Sow, c'était Maître Sako. Il a ordonné à Maître Sako de prendre un cabinet d'avocats aux États-Unis pour assister les avocats de Mohamed Touré. Et c'était payé par le budget de la présidence. C'est Alpha Condé qui payait ça. Si vous voyez, Mohamed est... Actuellement, Mohamed, c'est un cas social actuellement. Parce qu'au-delà, on parle aujourd'hui de Mohamed, c'est à cause de Sékou Touré, son père.
Mais vous connaissez qui sont les tuteurs de Mohamed aux États-Unis? C'est la famille Rockefeller. C'est l'une des 5 grandes familles les plus riches aux États-Unis, qui sont les parrains de Mohamed Touré aux États-Unis. Mohamed Touré est venu aux États-Unis. C'est Houphouët qui avait payé sa bourse d'études. À partir du Maroc, Mohamed est venu aux États-Unis. Et ses parrains là-bas, je vous dis, c'est la famille Rockefeller. Rockefeller, son ami intime en Afrique, c'était Sékou Touré. Pour ceux qui le savent, j'étais gamin, c'était, je crois, en 76 ou 17. Rockefeller était venu en Guinée. Sékou l'a envoyé au mont Kakoulouma. Il a tellement aimé le mont Kakoulouma, il voulait sauver. Il s'entendait tellement avec Sékou Touré, et certains même disent que dans son testament, il a écrit le nom de Sékou Touré et ses héritiers. C'est ainsi que Mohamed Touré recevait chaque année plus de 200 000 $ comme indemnité d'entretien. Donc il n'avait même pas besoin de travailler. 200 000 $. Donc, il faut que les gens arrêtent de foi. C'est-à-dire, je dis tout ça pour dire que Sékou Touré a fait beaucoup de choses pour la Guinée, mais aussi beaucoup pour l'Afrique. Vous savez, quand on n'arrive pas de fois à atteindre le Père, on passe par ses enfants. Mohamed a été victime d'une machination, mais aussi à une certaine naïveté, parce que nous tous, on le connaît aujourd'hui. Un Africain, tu fais venir ton parent ici. Si ce n'est pas ton fils de sang là, il faut avoir le dos lourd. Nous avons tous eu des problèmes ici. C'est que les gens, ici, c'est courant ces problèmes comme ça. Tu prends quelqu'un dans les galères en Afrique là-bas, tu l'envoies ici, il sera ton pire calvaire. Demande à tout le monde. Ceux qui ont vécu en Occident, ils vous diront. Parce qu'ils viennent dans un monde complètement différent. Et ils s'informent dès qu'ils ont des informations. Je peux avoir telle aide ou je peux avoir telle chose. Ils se révoltent contre vous. Vous devenez son propre ennemi. Mohamed a été quelque part victime de ça. Et puis, laissez-moi vous dire, Mohamed aujourd'hui est dans un état un peu souffrant, je dirais comme ça. Ses membres inférieurs actuellement ont des problèmes. Mohamed a des problèmes de nerfs parce qu'il a subi un choc émotionnel. C'est tombé sur lui. Ça fait que ça a créé certains, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui supporte de fois certaines déceptions et certains chocs. Donc ça a été un coup dur. Aujourd'hui, on est heureux de la libération de Mohamed Touré. Mais de grâce, ne transformons pas le malheur de quelqu'un à un capital politique. Parce que vous voulez pérenniser la candidature, ou faire la promotion de la candidature de Mamadi, dire que Mohamed a été soutenu par... Mamadi peut faire que... Les États-Unis considèrent Mamadi comme un délinquant. Quelqu'un qui a été condamné à 7 ans, il fait 6 ans et 8 mois. Selon la loi américaine, il y a ce qu'on appelle les 2/3 de la sentence. Quand tu purges les 2/3 de ta condamnation, tu es éligible à une libération anticipée. C'est-à-dire tu as fait déjà plus de 75% de ta condamnation. Mohamed a fait 6 ans, 6 mois. Donc Mamadi, son implication, c'est pour les 6 mois restants là. Pourquoi Mamadi n'a pas pu agir de 2021 jusqu'en 2025? Durant 3 ans, 4 mois, tu n'as pu rien faire. C'est maintenant que tu dis, ouais, c'est à cause. C'est-à-dire, c'est tellement enfantin et ridicule. Parce que le mal, en fait, quand je vous dis que Mamadi, c'est un danger pour la Guinée,
Mamadi, non seulement il réchauffe, c'est-à-dire Mamadi incite les Guinéens à des confrontations ethniques. C'est-à-dire il fait une justice de foi, il interprète une justice sélective. Dans le mal, quand tu es... C'est pourquoi on dit un chef d'État, c'est un père de la nation. Mais il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui sont en prison aux États-Unis? Si c'était le cas, il y a plus de 2000 Guinéens qui doivent être rapatriés par Trump bientôt. Certains ont purgé plus de 10 ans en prison aux États-Unis. Mais pourquoi eux, Ouassanda Kouyaté n'a pas intervenu? Nous savons tous que le président des ressortissants des Guinéens en Égypte, à l'heure là, il est en prison. Ici en Mauritanie, à Nouakchott, il y a des Guinéens qui sont en prison. En Algérie, que fais-tu pour ces Guinéens-là? Ou bien ils ne sont pas plus... C'est-à-dire Mohamed Touré est plus guinéen que ceci? Pour tout le respect que nous avons pour moi. C'est pourquoi j'ai dit Mohamed, c'est un cas social. Mohamed a besoin d'une assistance. Et j'ai la sympathie pour sa mère. Quelle chance d'avoir encore sa mère à plus de 90 ans. Je crois que son plus grand souhait, selon ceux qui l'ont rencontré, il dit mon plus grand souhait, avant de mourir, je veux voir mon fils, je veux voir mon maître, aidez-moi. Il disait ça à tout le monde. C'est ce chagrin lorsque j'ai vu cette respectable dame pleurer en voyant son fils, même s'il était en fauteuil roulant. Il me dit, mais il est vivant. J'ai vu mon maître, je peux partir maintenant tranquille. Je crois que ça devrait être un moment de consolation, un moment d'union des Guinéens, au lieu d'en faire un outil de propagande politique. Ça n'a pas de sens. Même la Villa Sili, là où, à la minière, là où elle est actuellement, Sékou Touré a acheté ce domaine-là avec son ami Seffoulé Diallo. Ceux qui connaissent le coin, à côté, derrière la concession Villa Sili, là, à côté, c'est la concession de Seffoulé Diallo. Tous ceux qui connaissent là-bas, je crois même son premier fils de Seffoulé Gassim à sa clinique là-bas. Ils ont acheté le coin là au même moment. C'était un dépotoir avant l'indépendance. Ça appartenait en gros à l'église. Mais ce dépotoir-là, Sékou l'a acheté légalement. Il a dit à son ami Seffoulé, bon, comme nos amis nous rendent visite là, on va faire ici, disons, une sorte de case d'accueil quoi, pour nos amis qui viennent nous visiter. Parce qu'à l'époque, la Guinée n'avait pas d'hôtel. Le seul hôtel qui existait en Guinée à l'époque, c'était l'hôtel d'indépendance. L'hôtel d'indépendance, c'était le seul hôtel qui était un hôtel recommandable à cette époque. Mais avec la dégradation, pour les officiels quand même, c'est Sékou Touré a dit, moi je vais construire ici pour que quand ces chefs d'État, les amis viennent, je leur loge ici chez moi. C'est ainsi que Sékou a dit, moi je vais donner ça à la Guinée, je donne ça au peuple de Guinée. Il a demandé à son ami Seffoulé, Seffoulé dit, ah dis donc, moi je n'ai aucune maison à Conakry ici, je veux laisser un héritage à ma famille. Mais demandez les gens, ils vous diront l'histoire. C'est ainsi, Seffoulé, lui, il a dit, ah, moi, je ne peux pas donner ça à l'État, hein, je ne peux pas donner ça au peuple, parce que moi-même, je n'ai rien. Il sait quoi dire, bon, moi, de toutes les fois, ceux qui connaissent Sékou Touré, vous savez, il y a Monsieur Sarah a dit, le matériel n'intéressait pas Sékou Touré. Demandez nos aînés, lorsque Hadja André Touré était venu à Farana un jour, il voulait construire une maison, une villa là-bas, il dit pour Mohamed Touré. Sékou Touré a entendu ça, ils ont dit à Sékou Touré, il a envoyé un hélico sur place,
il a dit à André, tu mets la première pierre, ici tu n'entreras pas dans ma maison, on va divorcer. Sékou, il n'a jamais pris le matériel là, il s'est dit, j'ai donné ça à la Guinée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lieu d'accueil. Savez qu'Alpha Condé, qu'on a aujourd'hui les hôtels de 5 étoiles, si aujourd'hui on peut remettre ça à la famille Touré, je ne suis pas contre. Mais cela a été favorisé par la construction des hôtels 5 étoiles. On a les lieux où il faut accueillir, où on peut accueillir dignement les étrangers en Guinée. Cela, c'est grâce à qui? C'est grâce à Alpha Condé. Bernard Tapie était venu en Guinée. On l'a logé à l'hôtel d'indépendance. Il est rentré, il est ressorti, il a pris son avion. Il dit, je vais passer le week-end à Abidjan. Le lundi, je reviendrai. Le pape est venu en Guinée. Il devrait dormir en Guinée, mais il n'y avait pas d'hôtel. Il a passé la nuit à Dakar. C'est le lendemain qu'il est venu en Guinée. La Guinée n'avait pas de lieu de réception pour les grandes personnalités. Donc la case Bellevue, bien entendu, Sékou Touré, la case Bellevue d'aujourd'hui et la case Bellevue au moment de Sékou Touré, ce n'est pas la même chose. Vous savez, après 2010, Alpha a complètement rénové la case Bellevue. Laissez-moi vous dire une confidence. Vous savez, la case Bellevue et l'aéroport, tout ça là, c'était prévu de remettre officiellement ça. Avec Alpha Condé, c'était prévu, après la rénovation, de remettre la case Bellevue à la famille Touré. C'était prévu, parce que c'est le seul bien que Sékou Touré a en Guinée. Il n'y avait pas une ville en Guinée où il n'y avait pas de Villa Sili qui appartenait à Sékou Touré. C'est-à-dire c'était sa maison d'accueil. Mais il a toujours dit, il dit, je donne ça au peuple de Guinée. Sékou, son seul héritage qui lui restait, c'était cette maison, à Koléa là-bas, la ville André Touré là. C'est pas Sékou qui l'a donné ça, hein. C'est son oncle qui l'a donné ça. Alhaji Adraman Senkoun Kaba, c'est-à-dire le grand-père de Mamadi Senkoun Kaba qui est décédé là. André, c'est son oncle, sa tante était épousée. André a passé une grande partie de son temps à Cancan. Ce dernier était le premier secrétaire général de la présidence après l'indépendance. Après, il a été ministre de la Sécurité. C'est lui qui a remis cette maison. Alhaji Adraman Kaba, c'était l'intime ami à mon père. Ils ont étudié ensemble. Donc je connais un peu l'histoire. Vous savez, le mal en Guinée, c'est que on ne s'informe pas. Et on donne cette labilité, cette facilité à ces démagogues à nous mentir. Parce que beaucoup d'entre nous ne s'informent pas. Parce que si tu n'es pas informé, tu deviens, disons, un outil de manipulation. Tu es à la portée des gens. Mais ce qui est encore grave, c'est les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque et qui n'ont pas accès de voir ceux qui ont connu cette époque ne parlent pas. Ils ne disent rien. Ils s'assoient, ils regardent comme ça dans leur petit coin. Ah, ce qu'ils disent comme ça. Mais ils ne disent pas publiquement. Pour protéger les plus jeunes, les innocents, qu'on vient intoxiquer avec les mensonges. Les Maurice Sanda, on sait que c'est les escrocs nés. Maurice Sanda, c'est un escroc. C'est les gens, il est prêt à mentir pour les trucs. Mohamed Touré a fait ses peines, il a fini ses peines, il est rentré en Guinée. Faisons ça un moment de recueillement et on l'assiste moralement. Et puis, il a besoin d'être traité alors. Mohamed est malade. Donc, vous prenez, vous servez des conditions vraiment difficiles de quelqu'un pour le mettre dans un mécanisme de manipulation, pour avoir l'estime. Je trouve ça cynique. C'est une bassesse. Très cher ami,
Vous savez, nous sommes dans un pays où l'immoralité est devenue une sorte de culture. Vous savez, quand la démagogie devient culturelle, ça devient l'affaire des vendeurs d'illusions, des artistes, des promoteurs culturels. C'est-à-dire la démagogie en Guinée aujourd'hui est devenue l'activité principale de certains. Au lieu de faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune, on fait la promotion de la démagogie. C'est-à-dire les mouvements de soutien, les trucs comme ça. C'est ça aujourd'hui en Guinée. Mais regardez notre pays, tu as pitié. Quand tu compares la Guinée aujourd'hui, la jeunesse guinéenne à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse camerounaise, béninoise, tu compares parce que sur les réseaux sociaux, nous voyons tous. En Guinée, tout tourne autour de mouvements de soutien, autour de Gili Kababintou, d'Azaya, les banalités, où les blogueurs, les quoi là. Est-ce que vous trouvez... C'est-à-dire, quand vous voyez les autres pays, les rencontres qu'ils font est sensible. C'est les jeunes entrepreneurs qui se rencontrent pour débattre tel ou tel projet. Mais en Guinée, c'est pour l'amusement, pour les bêtises. On budgétise ça parce que l'État guinéen... Parce que le vrai problème de Mamadi, vous savez, c'est quoi? Ce n'est ni Alpha Condé, ni Selou, ni Sidia. Le vrai problème de Mamadi actuellement, c'est la gestion de la Guinée. Mamadi ne peut pas gérer ce pays-là. Mamadi force. Sinon, les problèmes, quand je vous dis que les fonctionnaires actuellement ne reçoivent que 50% de leur salaire, vous savez pourquoi? C'est parce que l'État Mamadi est parti brigander, tomber sur les banques primaires, leur prendre l'argent, leur prendre les crédits dans les banques primaires, il fait rembourser ça par le salaire des fonctionnaires. Et l'argent qu'il a pris, depuis il avait pris 500 000 $ avant, je crois en 2022, et en 2023, il était, je crois, il négociait pour avoir quelque chose de 900 000 $. Mamadi prend, mais qu'est-ce qu'on voit de... Tout ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée comme travaux, c'est les projets qui ont été bouclés au temps d'Alpha Condé. Tout le financement était... Qui a vu Mamadi sortir, aller chercher les financements et tout ça? Aucune institution sérieuse ne pourra prêter la Guinée. Seule la France à l'heure là qui donne les crédits avec leur affaire de télévision terrestre, là, satellite et tout ça là. Sinon, la Guinée n'est pas crédible à l'heure là. C'est-à-dire, nous vivons sous perfusion. Notre État, l'État est en récession. Les salaires des fonctionnaires, c'est 50%. C'est-à-dire, on prélève 50% pour ne rien. C'est-à-dire, vous prenez les dettes, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec ça? Mais vous faites, parce qu'il y a beaucoup de banques primaires là, qui sont au bord de la faillite. Mamadi vient prendre par la force les dettes chez les banquiers là, il tombe sur eux, tu veux, tu ne veux pas, il faut me donner. Alors que eux, leur argent là, est là pour être fructifié. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de PME là ne fonctionnent plus. Hein. Parce que ces PME-là avaient des avances de fonds auprès des banques primaires. Ils faisaient leurs projets, ils débitaient leurs projets. Quand on leur paye, ils viennent payer la banque. Mais les banques même n'ont rien aujourd'hui. L'État, c'est-à-dire, on se lance dans les projets populistes qui n'ont aucune visibilité. Parce que pour eux, il faut se pérenniser, il faut tromper la population qui sont en train de travailler. Mais voyez-vous, la Guinée a battu à l'heure là le record, je dirais le record mondial de Guinness pour le détournement de biens publics. Hier, avant-hier,
C'était le DG de l'hôpital Ignace Dine qui était au tribunal de Kaloum pour 867 milliards de francs guinéens. Avant lui, on a vu qui? Avant lui, on a vu à la douane. Le DG de la douane est en prison aujourd'hui pour 1000 milliards de francs guinéens. Celui de l'impôt pour 1400 milliards de francs guinéens. Celui du patrimoine bâti à Fût avec 467 milliards de francs guinéens. Mandian Sidibé, OZP, c'est 78 millions de francs guinéens. Nous voyons aussi, nous entendons que celui de l'ARPT, c'est 280 milliards de francs guinéens. Et à la présidence chez Mamadi là-bas, le ticket d'entrée pour le projet Simandou de la société Bauer chinoise, c'est 99 millions de dollars qui n'a pas été versé au trésor public. L'argent est passé où? Après la tempête, qui parle actuellement des 4 tonnes ou les 6 tonnes d'or de la Banque centrale? Ils veulent faire taire ça comme si c'est pas perdu, c'est perdu. Ce n'est même pas 4 tonnes, c'est 12 tonnes d'or. Mais on aura tout ça là clair après. Si vous savez ce que ce bonhomme, ce groupe de bandits là, ont détruit en Guinée, vous allez mettre votre main sur la tête. Mamadi est mauvais. J'ai dit Mamadi est plus mauvais que le colon. Hier, c'est une dame, une Tchadienne, qui a ouvert le compte Oxford dans les paradis fiscaux là-bas. Il est venu en 2022, on l'a donné une licence d'exploitation en Guinée. Et là, avec les Chinois, cette dame, elle a été aidée par un réseau très influent, proche de Mamadi, les Diba Diakité, les Papa Foufana, les Bill Condé, tout ça. Là. Cette dame-là, c'est des milliards et des milliards. Actuellement, elle est devant la greffe. On ne parle pas de ça. Si vous savez ce que Mamadi est en train, c'est pas pour rien, il refuse de publier le projet Simandou. Si vous savez les bordels que Mamadi a crié dans le projet Simandou, vous allez voir, c'est pas pour rien qu'il chante Simandou 2040, Simandou. Avec tout ce qui se passe là, à Niamey par exemple, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Niamey a été construit au temps de Sékou Touré. Le chemin de fer Sangaredi et Kamsa appartient à 100% à l'État guinéen. Ça a été financé par un prêt de la Banque mondiale à la Guinée. Et Niamey apporte plus de 15 millions de dollars à l'État guinéen par an. Mais allez-y voir. Le DG d'Aniemba, à l'heure là, c'est le beau-frère de Papa Fofana. L'adjoint du DG, c'est le cousin de Papa Fofana. Le marché pour rénover les bureaux, là-bas, on a donné le marché à la jeune sœur de Papa Fofana. Et le DG a acheté 3 voitures. Les grosses cylindrées là. Il a acheté 3 voitures immatriculées au nom de, disons, l'agence là. Et pour lui, pour son adjoint et pour sa femme, qui n'est pas un fonctionnaire d'État. Mais on l'a immatriculé, acheté la voiture d'État pour lui. Et tous les cadres compétents qui étaient là-bas, ils ont été balancés partout dans les villes. Et l'audit n'est pas fait. Un nommé, je ne sais pas si c'est Ali Condé ou qui là. Mais allez-y voir. Quand vous regardez les échelons, donc quand je leur entends Simandou 2040, mais demandez-le. La Guinée 2025, là, nos mines, là, l'état de nos mines en 2025, là. Parce qu'au lieu de rêver 2040, là, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plus de 13 sociétés, plus de 15 sociétés minières à l'heure là qui sont arrêtées. Gap est arrêté depuis combien? Parce que ce dernier n'a pas mis la main dans la poche pour financer la démagogie et les trucs de Mamadi là.
il utilise, il a promis, il va construire l'usine et tout ça là. Même s'il construisait l'usine, vous savez, c'est-à-dire il y a, quand quelqu'un est bête, il est bête, tout ce que tu lui dis, il ne comprend pas. C'est-à-dire, Mamadi, c'est un bodo. Ce que les Malinqués disent, bodo, c'est-à-dire sa tête, il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on a les 2/3 de la bauxite mondiale sur notre terre, où on a Simandou et tout ça. Tout ça là, c'est beau. Mais pour l'industrialisation de la Guinée, c'est l'électricité d'abord. Pour toutes les raffineries au monde, toutes les raffineries ou les fonderies là, les 75% du budget va dans le courant, l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, ne comptez pas pour une industrialisation de l'Afrique. Ça a été fait sciemment. Vous croyez pourquoi on a nommé Alpha Condé comme étant le président pour l'électrification de l'Afrique? Alpha est venu, il a dit, il n'y a pas de développement industriel de l'Afrique sans l'électricité. Sa thèse de doctorat en 1977, c'était la modernisation de l'économie africaine. Ceux qui ont eu la chance de lire sa thèse, vous trouverez un chapitre sur l'électricité. Alpha est venu avec cette vision. C'est pourquoi il a construit en 5 ans, nulle part en Afrique, vous le verrez, en 10 ans, un pays qui arrive à construire 2 barrages hydroélectriques à plus de 1000 mégawatts. Il n'y a pas en Afrique, fouillez partout. Mais c'est-à-dire, quand je vous dis l'espoir que ce vieux-là fait pour la Guinée et pour l'Afrique, et que je vois ces petites personnes aujourd'hui l'insulter. Et je vois cette équipe de groupe de bandits qui viennent braquer, détruire tout ça. Et que l'élite est là, ne parle pas. Nos sages sont là, ils ne disent rien. Je disais au début que le mal que quelqu'un fait à son peuple, certes, il est le premier responsable. Mais ce qui fait plus mal au peuple, c'est le silence. C'est le silence des sages en Guinée. C'est le silence de l'élite en Guinée. Dans la vie, quand vous trouvez une personne en danger, sans l'aider, vous serez poursuivi de non-assistance en personne en danger. Ne pas parler quand un peuple est en souffrance, quand toutes les lois qui permettent à ce peuple-là de lever sa tête sont brimées devant vous, vous êtes là, et que vous ne dites rien, c'est que vous aidez l'oppresseur qui ne dit rien consent. Et surtout, nos sages lâches-là, qui vont faire les prières pour le bourreau, celui qui tue, kidnapping, fait tout pour son peuple, vous allez dire que vous priez pour cette personne. Vous n'êtes pas les vrais porte-parole du Coran, de Dieu. Parce qu'un imam doit avoir peur de Dieu. Un imam ne doit pas avoir les penchants pour le matériel. Aujourd'hui, Mamadi a distribué les véhicules. Il a donné 2 véhicules, 4x4, à l'âge, comment il s'appelle encore là, l'imam de grande mosquée. En forêt, tous les sages de forêt, Mamadi leur a distribué des véhicules pour acheter leur conscience. Est-ce que vous avez vu Alain Salifou dire ici, ça suffit? Aujourd'hui, il y a des gens qui disparaissent en Guinée. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tués. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'a jamais levé son petit doigt. Est-ce que ce même bonhomme peut s'arrêter devant nous demain pour nous dire la paix? Il y a des mots que je ne peux pas dire. Parce que je me retiens, je m'auto-censure pour ne pas être désagréable. Surtout pour le respect pour vous. Parce que ceux qui le font,
qu'ils soient imams ou quoi, c'est les gens qui ne méritent pas mon respect. Aujourd'hui, Alain Salifou et Moualim et quelques groupes là, ils sont en train de mettre la pression sur Dr Kassouri, de régner Alpha Condé, de se départir de RPG pour que Mamadi puisse prendre, de créer la zizanie entre Dr Kassouri et Alpha Condé. C'est ça le projet aujourd'hui. Qui font ça? C'est Alain Salifou, Moualim et tant d'autres. Mais regardez ceux qui se disaient hier supporters. Cheikh Arfan, regardez ses postes de soutien au truc parce que Mourana Souma l'a promis, nous allons libérer Kassouri, mais il faut que tu te départis des gens là. Mamadi est truc parce que Mourana, on l'a dit qu'on veut le nommer Premier ministre. Tout. Mais tout ça là, ils sont en train de vous manipuler. J'ai dit ça à mon cousin, Cheikh Arfan. Je lui ai dit, mon cousin, je te souhaite bonne chance, mais je crois qu'ils sont en train de te manipuler. Parce que moi, je ne peux pas croire quelqu'un qui dit qu'il soutient Kassouri ou soutient Damaro, ceux qui ont lutté d'une façon honnête pour ce pays-là, et au même moment, tu fais allégeance à leur bourreau. Parce que Mamadi a tout tué chez les Kassouri, sur les Damaro, les trucs. Il a tué leur dignité. Il a tué l'amour propre à eux. Donc aucune excuse maintenant. Il leur a humiliés. En Afrique, chez nous, quand on dit à quelqu'un, je vais te mettre en prison, c'est comme si tu disais, je vais te tuer. C'est ça en Afrique. Donc quelqu'un qui vient injustement, il te met en prison durant 3 ans, tu es malade. Mais il veut te tuer en prison parce qu'il sait, il le fait sciemment. Et au même moment, tu entends les 1000 milliards de détournés. Et toi, on te dit que c'est 9 milliards ou 15 milliards que tu es en prison depuis 3 ans. Mais ils ont trop payé pour... C'est les gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Pour nous, tout ce que nous avons aujourd'hui, comme bien matériel, comme les infrastructures collectives, c'est grâce à cette génération. C'est la génération de 58. Ils sont nés avec la révolution. Sont eux qui ont bâti tout. Mamadi, lui, il est venu détruire. Ce n'est pas les parcs, disons, d'amusement qu'on va dire le développement. Tout ce que Mamadi est en train de faire là. D'abord, il a trouvé que tout était négocié, tout était là par les gens qu'il a mis en prison comme ça. Et il est en train de bâcler ça. Mais attendez, la saison pluvieuse arrive là. Vous trouverez même les routes là sont mal faites. Parce que les contrats de gré en gré, on donne à des gens qui n'ont aucune expérience en génie civil, rien. Mamadi, c'est un populiste. Lui, tout ce qu'il a... C'est-à-dire, Mamadi a braqué la Guinée. Cher ami, vous savez, on dit souvent, laisse tes rêves changer la réalité. Mais ne laisse pas la réalité changer tes rêves. Notre rêve à nous tous, c'est de voir un Guinée émergent. C'est de voir notre pays étant un pays normal comme tous les autres pays du monde. On ne peut pas s'asseoir et regarder cette destruction programmée par un bande de délinquants, par des voyous armés, et que nous nous asseyons regarder sans rien dire et sans rien faire. Parce que ce n'est pas nous à l'heure là. Parce que Mamadi est venu détruire notre avenir à nous, mais le devenir de nos enfants. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'opposent à la Guinée. On se demande si le professeur Alpha Condé n'avait pas récupéré Simandou en 2014. Parce que Simandou n'appartenait pas à la Guinée. Hein. C'est Alpha qui a récupéré Simandou pour que Simandou soit dans le portefeuille
guinéens. Je me demandais quel sera le projet phare de ces voyous-là. Parce que tout est Simandou 2040. On dirait que Simandou 2040, la Guinée sera je ne sais quoi. Mais il faut que je dise aux jeunes, ne croyez pas à des maîtres chanteurs, à des vendeurs d'illusions. Personne ne préparera votre avenir à votre place. Certes, on peut vous préparer à affronter votre avenir, mais personne ne fera votre avenir à votre place. Et Simandou 2040, c'est du faux, c'est du mensonge. Mais regardez aujourd'hui la Guinée. Les bauxites là sont exploités en Guinée avant l'indépendance. Regardez comment est-ce que les bauxites aujourd'hui, on est à 125 millions de tonnes par an. On exporte ça. Mais quelles sont les retombées? Au temps d'Alpha, au moins, il y avait 15% des recettes qui étaient versées dans l'ANAFIG. Mamadi est venu, l'ANAFIG n'existe plus. L'argent de nos mines, ça va où? Ça va dans la poche des gens de Mamadi. Et Mamadi, ils prennent ça, l'argent-là, pour se payer des maisons partout. En Guinée, regardez en Guinée, tous les immeubles qui sont en construction, allez-y au bord de la mer, ça appartient à Mamadi et ses proches. Mais dans les pays africains, allez-y en Côte d'Ivoire, Mamadi a tout un quartier. Au Sénégal, au Rwanda, en Europe, en France, en Italie, aux États-Unis, partout. Et laissez-moi vous dire, il a forcé Mohamed Touré de le vendre sa maison qui est à Texas. La mère de Mamadi est aux États, il était venu aux États-Unis, c'était pour signer ça, au nom de la mère de Mamadi. C'est la maison de Mohamed Touré qui est au Texas. C'est les rançons pour que Mohamed Touré puisse verser les 300 000 $ qu'on le demande. Mamadi a pris sa maison en Texas. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, il y a certains... Mamadi, c'est un cynique. Très chers compatriotes, ne laissons pas ce pays dans les griffes de ces bandits. Vous savez, plus que la force est efficace, plus elle est discrète, elle est subite. Vous savez, l'amour et la force, c'est les choses les plus subtiles qu'un peuple a. Quand tu aimes ton pays, tu aimes ta nation, tu es prêt à mourir pour cette nation. Ils sont rares aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la Guinée, pour que nous vivons mieux. Alpha Condé a consacré sa vie pour ce pays-là. Tout ce que Alpha, lui, Abakar, Feu, Ibeka le disait, que Alpha n'a jamais eu de vie pour lui-même, qui s'est battu pour la Guinée, pour l'Afrique. Que tout ce que Alpha a eu dans sa vie, c'était pour la Guinée, pour l'Afrique. Cet homme, en haut de ses 86 ans, n'attend rien de reconnaissant pour la Guinée. Mais il le fait pour un devoir. Il le fait pour nous. Ne laissons pas des enfants mal nés qui ont grandi dans l'indifférence de leurs parents à manquer de respect. Alpha n'est pas un être pour nous, mais Alpha, c'est un symbole de la dignité. Ce symbole, ce n'est pas seulement pour nous les Guinéens, mais c'est pour tout un continent africain. Ne laissons pas les gens de mauvaise foi venir jeter le discrédit, parce que c'est ça le mal en Afrique, surtout en Guinée. On aime trop cracher sur nos anciens. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont fait, c'est beau, tout est juste, mais essayons de faire la part des choses.
Vous croyez que Nelson Mandela, en Afrique du Sud, n'a pas fait quelque chose aussi mauvais? Il n'y a pas d'homme qui n'a pas de défaut. Au Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, que tu sois opposé à lui ou pas, mais personne ne tient un propos désagréable à l'encontre de Houphouët-Boigny. Même Senghor au Sénégal. Mais en Guinée, il y a certains, pour se réconforter, c'est de cracher sur nos anciens. Il faut que nous arrêtons ça. Chers compatriotes, nous avons notre destin en main. Nous savons maintenant quoi faire. Nous connaissons les conséquences. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose et que ça tombe sur toi, tu peux dire, ah, je ne m'attendais pas. Mais aujourd'hui, on s'attend. On s'attend le pire en Guinée. Les jours et les mois à venir. Parce que tout est catastrophique. Nous nous voyons tous les jours. Tous les jours, Dieu nous donne les signaux. Il y a des indices, que ce soit économique, social, tout nous renseigne en Guinée l'état de décadence de notre pays. Donc on n'aura pas cette excuse. Mobilisons-nous, informons nos parents, ayons le courage de parler, sensibilisons nos frères. Parce que le mal ou le malheur en Guinée ne serait pas sélectif. Ça va retomber sur nous tous. Parce que l'objectif de Mamadi, c'est d'anticiper, c'est de s'auto-proclamer président. D'ailleurs, on l'appelle président. C'est en Guinée que tu entends les officiels présidents de la République. Mamadi a été élu par qui? Mais eux, dans leur tête, Mamadi est président. Certains même disent que c'est le candidat naturel du peuple de Guinée. On utilise, mais on ne sait pas de quel peuple il parle. Un peuple qui est dans la souffrance, un peuple qui se voit les fusils braqués, parce que Mamadi gère la Guinée avec les armes aujourd'hui. C'est la peur que les Guinéens vivent aujourd'hui. Parce que tout Guinéen est prisonnier aujourd'hui. Quand je vous dis, il y a des fonctionnaires et des militaires qui n'osent pas maintenant assister au baptême de leurs amis, parce qu'ils ont peur, on va dire, vous voulez monter les coups, on vient tomber sur eux, on leur arrête. Les téléphones sont écoutés. Tu ne peux même pas causer avec tes frères dans l'intimité, parce que tout est sous écoute. Je vous dis, Mamadi est le pire que la Guinée attendait. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, personne en Guinée ne dira qu'il n'est pas informé, qu'il n'est pas averti, qu'il ne sait pas ce qui se passe en lui. Il suffit de prendre notre courage en deux mains et de casser cette chaîne qui est la peur. Parce que la peur, c'est la plus grande prison au monde. Quand on est dans la peur, on ne peut pas agir. Et quand on n'agit pas, on laisse la situation s'empirer. Ce qui est clair, ça va éclater un jour, mais ça prendra du temps. En ce moment, on ne pourra pas récupérer certains trucs qu'on peut récupérer aujourd'hui parce que ça casse. Parce que Sogo Mamadi partira. Je vous dis, le problème de Mamadi, ce n'est pas maintenant l'opposition ou quoi. Le problème de Mamadi, c'est la gestion de la Guinée. Il n'arrive pas à gérer la Guinée. Il ne peut pas, c'est plus gros, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Les fonctionnaires aujourd'hui ne reçoivent que 50% de leur salaire. On a augmenté le prix de l'électricité à plus de 100%. On entend tous les jours les détournements de milliards et des milliards de dollars. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Parce qu'un jour, ça va éclater. On aura mal. C'est-à-dire, le mal est tel que il n'y a aucun médecin maintenant. C'est la phase finale. Donc, ne laissons pas Mamadi créer le chaos dans le pays avant d'aller.
limitons les dégâts. Pour cela, c'est l'insurrection populaire de Kassa Yomu qui pourra mettre fin à ça. Et ça, chacun de nous a sa partition à jouer. Ne dites pas que, ah, moi, je ne peux pas, l'affaire là, nous pouvons tous, à ta petite échelle, informe, dis la vérité à tes parents, à tes amis, explique, parce que tu n'as même pas besoin d'aller chercher loin les arguments. Compare. Au temps d'Alpha, durant les 11 ans là, le prix de riz c'était combien? Aujourd'hui, le prix de riz est combien? Au temps d'Alpha Condé, durant 11 ans là, le prix des factures d'électricité c'était combien? Aujourd'hui, c'est combien? Quelle est la vie de la Guinée? L'insécurité à l'heure en Guinée. Dans les hôpitaux, les césariennes étaient gratuites avant. Pourquoi maintenant ce n'est pas gratuit? Les MIFA, pourquoi les MIFA ne sont plus opérationnels? Les ANAFI, il y a tellement d'exemples, de comparaisons. Parce que pour voir la vérité, il faut comparer les deux choses. Donc, à l'heure là, nous pouvons tous faire la comparaison. C'est clair et net que Mamadi ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a ni le savoir, ni les moyens, ni les réseaux. On ne peut pas inventer là. Mamadi ne peut pas. Il ne peut pas. C'est point final. Donc, chers amis, je vous dis merci. Merci de votre écoute. Si le Créateur, le bon Dieu, le permet, je vous reviendrai d'ici la fin de la semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Merci.